Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan du mois de mars. J'ai préparé ma petite pile avec tous les livres que j'ai lus le mois dernier et j'avoue je suis un petit peu à la bourre parce qu'on est mi-avril. Je suis désolée mais en tout cas il fallait absolument que je vous parle de ces livres parce qu'il y a plusieurs pépites qui se cachent dans cette pile. Comme toujours vous m'en voudrez pas mais je le fais pas par ordre chronologique parce que de 1 j'ai un petit peu la flemme et que de 2 je me souviens même plus dans quel ordre je les ai lus. Donc je vais les faire par ordre de je les prends tout simplement. À chaque fois avant de vous donner mon avis sur le livre je vous donnerai toujours les petits mots-clés et les thèmes abordés. Puis j'enchaînerai toujours sur 2-3 phrases pour le pitch et le résumé. Et dernier petit disclaimer avant de commencer, j'ai énormément lu ce mois-ci encore, mais je passe beaucoup de temps à lire, c'est ma passion première, je ne fais quasiment que ça. Je vois très peu de gens, je ne regarde pas la télé, etc. Donc c'est aussi pour ça que je lis autant, il n'y a pas de comparaison à faire. Je sais que pour certains c'est dur, mais je vous promets, c'est pas normal de lire autant, et j'en ai conscience. Et pour ce qui est de la quantité de livres, c'est pareil, je reçois beaucoup de services de presse, donc forcément ça m'aide parce que financièrement je n'ai pas à mettre de l'argent tous les mois dans tous ces livres, donc ça me permet aussi de pouvoir lire plus. Donc encore une fois, ne vous comparez pas, ne vous créez pas une frustration, l'important c'est juste que vous aimiez les livres que vous lisez et que votre passion pour la lecture soit saine. C'est parti, on s'y met. Le premier livre dont on va parler, c'est donc Papy Mariole de Benoît Philippon que j'ai reçu dans le cadre du prix Poche Relais Kit Kat pour lequel je suis jury cette année. Petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix tout simplement pour lequel il y a un jury de personnes, de particuliers quoi. Et tous les mois pendant 4 mois, on reçoit 2 livres à lire, un thriller et un contemporain, qu'on doit ensuite noter sur un site internet pour pouvoir élire du coup le meilleur livre dans la catégorie. Je ferai peut-être du coup une vidéo dédiée à la fin dans laquelle je vous reparlerai du coup de tous les livres que j'ai lus dans ce cadre, mais en tout cas ici je vous parle bien de celui-ci, donc Papy Mariole comme je vous le disais. Il est notifié par la maison d'édition comme étant un policier thriller. Pour ma part j'ai plutôt trouvé que c'était un contemporain un peu gore et horreur et thriller, oui, mais en tout cas, si vous vous attendez à un thriller type enquête, ce sera pas forcément avec celui-ci. Dans les thèmes abordés, ils sont assez durs pour être honnête. On va parler d'Alzheimer, on va parler de vieillesse, on va parler de deuil. On va aussi parler de revenge porn, de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires. Vraiment, c'est pas un livre good vibe. Côté pitch, on va suivre un petit papy qui s'appelle Mariole et qui est en EHPAD. Et pour le coup, il a une personnalité bien à part parce que c'est un ancien tueur à gages qui a Alzheimer. Donc en fait, il va essayer de s'évader de son EHPAD pour pouvoir terminer sa dernière mission parce qu'il sait qu'il devait tuer quelqu'un, mais il ne sait pas qui. Et il va rapidement réussir à fuir, un petit peu trop rapidement d'ailleurs. Je trouve que la sécurité dans cet EHPAD n'était pas vraiment au top. Sauf que dès qu'il va réussir à sortir de l'EHPAD, il va tout de suite tomber sur une jeune femme qui était à 2 doigts de mettre fin à ses jours. Il va l'en empêcher et rapidement va se nouer entre eux une relation un petit peu bizarre. Pour ce qui est de la suite, je vous laisse tout simplement lire le livre si ça vous intéresse et on peut passer à mon avis. Alors je vais être très franche avec vous, il y a des points positifs et des points négatifs, mais je suis quand même plutôt en demi-teinte sur ce livre. Pour les aspects positifs, d'abord, j'ai trouvé que c'était une histoire très touchante avec des personnages hauts en couleur qui traitent de thématiques dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, notamment le revenge porn et tous les malheurs que ça peut apporter aux victimes, à quel point la société ne le reconnaît pas et justement ne reconnaît pas les victimes en tant que telles, comment la société protège les personnes qui font ces actes. Il y a vraiment une voix féministe, je trouve, dans ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié. Pour tout ce qui est aussi Alzheimer, j'ai trouvé extrêmement touchant l'écriture et le personnage de Mariole. Il y a pas mal de citations qui m'ont fait penser à des membres de ma famille ou en tout cas à ce qu'on imagine quand on pense à un petit papillot et une petite mamie. L'histoire est assez rocambolesque, je vous avoue que j'étais assez intriguée par le pitch que je trouvais très cool. Mais bon, je trouve qu'à partir de la moitié peut-être du livre, on est un petit peu trop sur du farfelu. Ça part un petit peu dans tous les sens, ça part un petit peu en sucette. Bon, je sais pas si c'est ce que j'aurais écrit, après c'est pas ce qu'on me demande, hein, bien évidemment. Donc j'ai bien aimé quand même, j'ai aimé le lire, mais bon, ça va un peu trop loin quand même. Et ensuite, surtout, le gros côté négatif pour moi, ça a été la plume. Parce qu'on est ici du coup sur un auteur et non une autrice, alors que je suis vraiment très habituée à lire des femmes. Et je vous avoue que ça s'est énormément ressenti, je trouve, dans la plume qui est très masculine, très virile, très cassante, très dure. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus en général, et là vraiment ça n'a pas loupé. C'est-à-dire que par exemple, il y a des paragraphes entiers où c'est uniquement des mots, point, mot, point, mot, point, et ça vraiment je ne supporte pas. J'ai pas trouvé ça fluide, et du coup ça m'a vraiment coupé dans ma lecture. Donc voilà pour mon avis sur Papy Mariole, et on peut passer au livre suivant. Ensuite, toujours en poche, j'ai lu La résilience des fleurs sauvages, qui est le premier tome d'une duologie. On est sur une romance avec un très gros age gap, donc je préfère prévenir, pour certains c'est de la dark romance, pour d'autres non. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si pour vous c'en est une ou pas. Pour ce qui est des thèmes abordés ici, on va donc, comme je vous le disais, être sur un age gap, être aussi sur un small town, et en tout cas dans ce premier tome, on est un petit peu sur un drama romance, avec beaucoup de retournements de situation. Pour ce
ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui vient d'avoir 18 ans, qui a une petite vie, ma foi, un peu posée dans sa petite ville. Elle a pas trop envie d'aller à l'université et en même temps, elle voit sa meilleure amie et son petit ami partir justement pour l'université. Mais elle sait pas forcément ce à quoi elle aspire, elle veut vraiment rester dans sa ville. Et c'est dans ce contexte qu'elle va rencontrer son nouveau voisin qui a 31 ans et qui s'appelle Tyler. Et dès leur rencontre, il va y avoir beaucoup de tension entre eux, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment la tension qui m'a tenue sur tout ce livre. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre eux, clairement, il y a pas mal de petites piques aussi. Par contre, je vous avoue que si les age gaps, ça vous dérange un petit peu, faut vraiment pas aller sur ce livre parce qu'effectivement, il y a quelques petits points que j'ai trouvé quasiment dérangeants. Après, elle est majeure dès le début du livre, elle grandit au fil du livre, mais effectivement, il y a quand même des petites choses qui sont moralement un petit peu bancales, disons. Mais bon, en tout cas, moi personnellement, j'ai bien aimé. Il y a un énorme plot twist à la fin et le cliffhanger est dingue, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Par contre, je sais pas du tout quand elle sort, donc j'espère que ce sera bientôt. Côté plume, c'est très fluide, ça se lit très bien. Il y a quelques longueurs tout de même, mais c'est pas tant dans la plume, c'est plutôt dans le manque d'action. Ce qui m'a pas forcément dérangé parce qu'encore une fois, moi j'étais tenue en haleine par l'attention pendant tout le long. Mais si vous cherchez vraiment une romance avec beaucoup de rythme, ce sera pas forcément celle-ci. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Les Nuits du Cœur, du coup, de Léa Jeunesse et Célia Saïf. Ici, on est sur un roman très court, écrit en vers libre. C'était la première fois que j'en lisais un et franchement, j'ai bien aimé l'expérience. Je ne lirai pas que ça n'a pas été non plus un coup de cœur, mais par contre, je trouve que c'est assez chouette. Ça change vraiment de ce qu'on connaît et en plus, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment discussion parce qu'on est justement sur une discussion entre deux inconnus qui parlent au clair de lune de leurs doutes, de leurs regrets, de l'amour, de l'amitié, du deuil. C'est vraiment très beau, il y a énormément de citations qui sont très inspirantes je trouve. Ça met vraiment du baume au cœur. Je peux pas vous en dire non plus beaucoup parce que ça reste encore une fois de la poésie. C'est pas très long, c'est pas une histoire donc je peux pas vraiment étoffer sur ça. Par contre, je trouve que la plume est vraiment incroyablement douce, enfin les plumes, parce qu'elles sont deux. Et franchement, ça change. Donc si vous avez besoin de faire une petite pause et que vous aimez la poésie, je pense sincèrement que ça pourrait vous plaire. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau livre-objet, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai enchaîné sur une dark romantasy adulte. Donc vraiment, sur celui-ci, faites attention à vous, c'est du plus de 18, notamment parce que c'est très spicy. Mais du coup, on est sur Le Nectar du Mal de Ella Field. C'est le premier tome d'une duologie. Il me semble que le tome 2 sort bientôt, mais je ne suis pas sûre, j'ai pas encore la date en tête. Pour ce qui est des tropes et des thèmes abordés, on va être du coup sur de la magie, sur une maison close, sur une orpheline. Et on est clairement sur un fast burn. Attention, si vous êtes plutôt slow burn, là, vous serez pas du tout dans ce que vous aimez. Pour les petites phrases de pitch, en gros, on va être sur une changeling qui a été abandonnée à la naissance et échangée contre une jeune humaine, alors qu'elle, elle est clairement au moins à demi-fae, dans un monde dans lequel justement les humains et les fae s'entendent pas forcément super bien, en tout cas ils ont un peu peur les uns des autres. Sauf que la personne du coup qui l'a recueillie la déteste, l'a clairement réduite à l'esclavage, parce qu'elle lui en veut totalement que sa fille à elle ait disparu et été enlevée. Sauf qu'un jour elles vont toutes les deux se rendre à un espèce de conseil un petit peu bizarre avec des fae pour essayer de justement procéder à un échange entre la jeune fille humaine du coup qui avait été kidnappée et elle. Sauf que ce moment-là, il va vraiment pas se passer comme prévu et sa tutrice va décéder en lui laissant des dettes dans une maison close et du coup, cette jeune fille, elle va devoir aller vendre son corps pour pouvoir rembourser la dette de sa tutrice. Sauf que vous vous en doutez, la maison close n'appartient pas à n'importe qui et il va se passer des trucs un petit peu... Bref, je vous laisse le lire pour savoir, mais on est vraiment sur une très bonne romantasy. C'est vraiment très sombre et notamment côté univers. On est sur un world building plutôt bien construit avec plusieurs créatures, plusieurs royaumes, etc. sans pour autant que ce soit trop détaillé ou trop compliqué à comprendre. On est vraiment sur un univers de fantasy mais qui est extrêmement accessible, donc ça c'est vraiment pas mal. Côté plume, il est aussi un peu poussé par rapport à la vulgarité, parce que là clairement on n'est pas dans le jeu de mots et la poésie. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça sert vachement le propos parce que du coup, ça englobe un petit peu, ça donne un cadre à cet univers-là. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de smut, mais il y a également énormément de violence, des scènes de torture qui sont quand même très dures. Et ensuite, côté intrigue, je l'ai trouvé franchement plutôt bien monté, avec pas mal de plot twists, un gros retournement de situation, et franchement, la fin est incroyable. J'ai hâte d'avoir la suite et de voir le développement des personnages dans le tome 2. Celui-ci, vraiment, je vous le conseille. Alors là, on va clairement passer à un de mes coups de cœur du mois, et c'est Not in Love de Ali Hazelwood. Alors je sais, vous allez me dire, mais en même temps, tu découvres ou quoi? Eh ben oui, c'était mon premier Ali Hazelwood, et je vous avoue que j'en avais tellement entendu parler que j'avais beaucoup d'attentes et j'ai vraiment pas été déçue en tout cas avec celui-ci. C'est du coup mon premier et pourtant c'est le dernier qui est sorti en français. En termes de thème, on va être sur un hate to love ou un rivals to lovers dans le milieu de la finance, des grandes entreprises mais aussi de la recherche alimentaire. Donc toujours ce côté un petit peu scientifique de Ali Hazelwood si j'ai bien compris. Par contre on n'est pas justement sur ce qu'elle fait en général avec quelque chose de très cucu, très comédie romantique, mais on est plutôt sur une romance érotique parce qu'il y a beaucoup de smut, il prend beaucoup de place dans ce livre. Après il est plutôt bien écrit je trouve. Il est pas forcément cringe comme on peut y être habitué. Il est plutôt drôle et franchement je l'ai trouvé très original. Ça met en lumière certains points qu'on voit très rarement en romance et du coup j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Pour le petit pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Roux et qui est du coup chercheuse dans l'alimentaire. Dans une société qu'elle adore, elle a vraiment un job de rêve. Et vraiment dans sa vie, elle contrôle absolument tout, elle est vraiment très heureuse, elle est stable, etc. Et c'est aussi pour ça qu'elle a une règle, c'est que quand elle date un mec, elle a le droit de le date qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de deuxième rendez-vous, même si ça s'est super bien passé, que ça colle, etc. Elle ne veut jamais les revoir, elle ne donne pas son numéro, jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme avec qui ça se passe franchement plutôt bien. Elle sent que ça match, elle sent qu'il y a du potentiel, qu'il y a un truc, mais
elle décide de suivre sa règle et de ne pas du tout donner suite. Sauf que le petit loupé qu'il va y avoir de son côté, c'est que ce mec-là va racheter sa boîte, tout simplement. Du coup, lui, il va tout faire pour avoir un second date, alors que elle, en plus, elle le déteste parce qu'elle pense qu'il veut justement ruiner sa société. Donc voilà pour le pitch. Franchement, que dire. La plume était incroyable, ultra fluide, très moderne, très doux. Il y a des moments poétiques, il y a des moments drôles, il y a un petit peu de vulgarité, mais en même temps, c'est vraiment bien amené. Pareil, dans la construction des personnages, il y a vraiment un aspect psychologique, un petit peu de guérison, qui est encore une fois plutôt bien traité selon moi. Et côté intrigue, elle est très simple, mais en même temps, elle est super bien construite, très réaliste, donc vraiment, c'était un bonheur. Et je suis contente parce que j'ai reçu du coup The Love Hypothesis, qui vient de sortir au format poche, donc je vais pouvoir lire un nouveau Ali Hazelwood et je vous dirai lequel j'ai préféré. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison par rapport à ses autres romans. Mais en tout cas, vu celui-ci, j'ai vraiment hâte de lire le reste de ses livres. Ensuite, chez Nox maintenant, j'ai aussi lu Falling into Pieces. On est ici sur une romance très sombre avec un age gap. On est sur une romance MM, sur fond aussi d'anxiété et de père célibataire, avec aussi un grumpy sunshine. On va suivre du coup Solveig qui a perdu sa femme il y a plusieurs années, qui est en dépression, qui souffre d'anxiété. Et ça fait des années qu'il travaille dans une prison, et plus précisément dans le couloir de la mort, pour pouvoir élever dans les meilleures conditions ses deux filles à charge. Et vraiment, il est dépité, il trouve que sa vie c'est de la merde, il est alcoolique, il a des pensées suicidaires, vraiment c'est très très dur. Sa dépression prend une grande place au point qu'elle est en train de créer un fossé entre ses filles et lui. Sauf qu'un jour, ce Solveig, il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Diesel, et qui lui à l'inverse est très solaire, très optimiste, très marrant, il est dans le jeu, il est taquin. Et entre les deux, il va y avoir vraiment une relation qui va se créer, un petit peu de nulle part, qui va tous les deux les surprendre, mais pour la meilleure des raisons. Et alors franchement, ça a été un petit peu une révélation, ce livre, dans le sens où je suis passée par toutes les phases d'émotion, tout simplement. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu mal, j'ai été en colère, j'ai été déçue. Parce que vraiment, je vais être honnête, le personnage de Solveig, au début, je l'ai détesté. C'est-à-dire que je tournais les pages et je me disais, mais ça peut pas être une romance pour moi. Impossible. Enfin, cette personne est détestable. Malgré le fait que j'avais beaucoup de peine pour lui, hein. Je dis pas, il est veuf, etc. C'est très dur, il est en dépression, etc. Mais ça n'excuse pas tout. Et vraiment, j'avais du mal à m'attacher. Et en fait, au fil des pages, il y a vraiment une reconstruction qui se fait. Il y a vraiment des points qui sont amenés des deux côtés. Parce que, effectivement, Solveig a aussi vécu des trucs difficiles. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ultra réaliste du coup. C'est-à-dire que Solveig, il a des parts d'ombre qui sont malheureusement celles que tout le monde pourrait avoir finalement. C'est un peu ce côté malsain, méchant, mauvais qui peut nous passer des fois par la tête. Parce que tous les humains ont un petit peu cette part d'ombre et qui est très rarement, je trouve, décrite en dehors des antagonistes, ou en tout cas des grands méchants de Disney par exemple. En fait, il faut aussi rappeler que dans chacun d'entre nous, il y a aussi de l'ombre et il y a aussi des choses qui sont dures, des choses qui sont pas bonnes. Et malheureusement pour lui, Solveig, il a vécu tellement de choses dures que chez lui, ça ressort beaucoup et il fait des choses qui ne sont pas ok. Il en a conscience, il sait pas pourquoi. Et en fait, sur ça, j'ai trouvé que vraiment, on avait un côté qui était très réaliste dans le sens où Solveig, son personnage, si on dit qu'il existe, j'y crois en fait. Et pareil pour le personnage de Diesel, si on dit que cet homme a existé, j'y croirais. Donc déjà sur ça, je trouve qu'il y a un réalisme qui est incroyable, qui est beaucoup aidé par la plume, notamment sur les dialogues. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a le plus touchée parce que du coup, je me suis beaucoup attachée à eux, notamment à partir de la deuxième partie. Et j'ai adoré suivre leur histoire, ça a été un bonheur. Un bonheur qui fait mal, mais qui en même temps vient un petit peu soigner les blessures en fin de lecture. Donc ça, c'était super. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'humour, parce qu'effectivement, on parle de choses qui sont terribles, mais il y a aussi des scènes qui sont très douces, très marrantes, très drôles, avec beaucoup de pics, beaucoup de tensions entre les deux. Et je trouve que ça apporte énormément du coup au récit et à la lecture. Non, vraiment, c'est mes chouchous, je les aime trop. Ensuite, j'ai aussi lu chez Nox le tome 2 de Westwell, qui est une trilogie que j'ai pour l'instant adorée. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. Je suis un petit peu en demi-teinte sur celui-ci, parce qu'on est clairement sur un tome de passage entre l'introduction et la conclusion. Donc c'était un petit peu long à mon goût, mais en même temps, j'ai quand même passé un bon moment. Et j'étais très contente de retrouver les personnages. Pour ce qui est des thèmes, tout simplement, on est sur Roméo et Juliette dans un univers Gossip Girl. Là, je pose les bases. On est sur un drame familial avec un amour interdit, le tout qui se passe dans New York, dans des familles très riches. Côté pitch, je vais du coup juste vous parler du tome 1, je vous parlerai pas du tout du tome 2. Mais on est sur une jeune femme qui s'appelle Elena, qui habite à Cambridge depuis 3 ans parce qu'elle a fui New York à la suite du décès de sa grande sœur et de son fiancé. C'est-à-dire que les deux étaient très sains, très stables, ils prenaient pas de drogue, etc. Mais ils sont morts d'une overdose de cocaïne dans des conditions bizarres. Et toute la richesse new-yorkaise est persuadée que c'était la faute de sa sœur, notamment parce que c'est une rumeur qu'a lancée la famille de son fiancé. Sauf qu'après ses 3 ans à Cambridge à faire son deuil, cette jeune femme, Elena, va revenir à New York pour un petit peu mener l'enquête et essayer de laver la réputation de sa sœur. Sauf que sur son chemin, elle va croiser Jesiah, qui est le frère du fiancé de sa sœur. Vous arrivez à suivre? Et bref, vous vous en doutez, entre les deux, il va y avoir une étincelle et ça va être vraiment un amour interdit à la Roméo et Juliette. C'est incroyable. En plus, il y a un petit peu l'enquête sur le côté qui nous tient vraiment en haleine tout le long. Enquête qui avance justement un petit peu dans ce second tome. Après, comme je vous le disais, sur ce second tome, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où je l'ai trouvé moins rythmé. Parce que justement, on va être plus sur de la psychologie, sur quelques flashbacks, etc. En même temps, c'est un petit peu ce qu'on demandait parce que l'intrigue était moins développée dans le tome 1. Donc je suis quand même contente d'avancer sur l'enquête. Mais comme on a perdu du rythme et que c'est vraiment ce que j'aime moi dans les livres, ça m'a un petit peu déçue. Mais en même temps, je vous avoue que j'ai tellement hâte d'avoir le 3. Surtout que là, on est sur un cliffhanger
c'est même plus un cliffhanger, c'est-à-dire que vraiment, déjà j'ai fini en larmes, et en plus de ça, je ne sais pas ce qui va se passer dans le tome 3. Je suis perdue. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai besoin de le recevoir rapidement, parce que sinon, il y a des chances que je devienne folle. Voilà, tout simplement. Non, vraiment, celui-là, je vous le conseille, c'est une pépite. J'ai pleuré dans le 1, j'ai pleuré dans le 2, c'est bien écrit, c'est bien construit. Bref, lisez Westwell. Ensuite, chez Roncière, j'ai lu Ça te fait mal de H.G. Carlton, qui est l'autrice de L'ombre d'Adeline. Alors, ça va être compliqué de vous parler de ce livre parce que, partons du positif, même si c'est un petit peu compliqué. On est sur une plume à l'américaine qui est du coup très simple, très accessible. Il y a beaucoup de vulgarité parce qu'on est sur de la dark romance. Attention, ce livre est destiné aux plus de 18 ans et je vais être potentiellement assez critique sur ce livre parce qu'effectivement, on est sur une dark romance, sauf que selon moi, et c'est pour ça que je vais passer très rapidement dessus, il y a des scènes qui sont romantisées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Du coup, je préfère ne pas trop vous en parler. À part pour vous dire que du coup, si c'est quelque chose qui vous dérange, il faut vraiment pas que vous le lisiez parce que c'est clairement romantisé. Voilà. Donc, c'est dommage et en même temps, je ne sais pas à quoi je m'attendais. C'est H.G. Carlton, malheureusement. Mais bon, c'est dommage parce que vraiment, le pitch me tentait vraiment beaucoup. Hein. On était un peu sur un truc horreur qui fait peur. Et en même temps, sur ce côté-là, c'est pas si mal écrit, même si en vrai, l'intrigue ne tient absolument pas debout. Et qu'il y a énormément de choix des personnages niveau psychologie qui n'a aucun sens, qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. J'arrive plus à parler. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que bah vraiment je vous le conseille pas et c'est pas un livre que j'ai envie de mettre en avant. Je voulais justement plutôt vous avertir si jamais c'était un livre qui vous tentait. De 1, faites très attention à vous. De 2, si ça va pas pendant votre lecture, arrêtez-le. Et de 3, si vous êtes contre la romantisation en dark romance, ne le lisez pas. Voilà. Ensuite, on passe côté plume du web avec Victoire et le cristal subtil. Il me semble que c'était le premier livre que j'ai lu d'ailleurs le mois dernier. Et pour le coup, ici, on est sur une romantaisie one-shot qui est extrêmement accessible. On va être du coup sur de la magie, sur de la tension, un espèce de mariage arrangé ou en tout cas des fiançailles arrangées, de la proximité forcée, de la trahison, du secret, de la sororité aussi. Ici, pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Victoire et qui vit dans un monde en parallèle du nôtre. C'est-à-dire qu'en parallèle de chaque pays que nous on connaît, donc par exemple la France, il y a tout un peuple qui vit en parallèle avec des pouvoirs et encore avec un fonctionnement de royauté. Et nous on suit donc Victoire qui est la princesse du royaume en gros de France, l'équivalent en tout cas du royaume de France, et dont la mère est gravement malade et elle va donc devoir se marier pour pouvoir accéder au trône lorsqu'elle sera décédée. Sauf que Victoire, elle est en mode bah j'ai pas besoin d'un roi en fait pour monter sur le trône, je suis totalement capable de le faire toute seule. Donc votre mariage arrangé il me saoule un petit peu. Sauf que ses parents vont totalement la forcer, inviter des princes dans leur palais pour pouvoir lui présenter. Et dans les princes qui vont devoir rester au palais, il y a Sandro, qui on le comprend tout de suite mais on ne sait pas trop pourquoi, a pas forcément de bonnes intentions. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Franchement, j'ai trouvé que c'était une... Oh là, il est abîmé. Franchement, j'ai passé une très bonne lecture avec ce livre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tension, la romance était vraiment très chouette. Côté intrigue, plot twist, c'était pas mal, franchement. C'était surprenant, sans pour autant que ce soit le plot twist de l'année, je vous l'accorde, mais c'était vraiment sympa. Et par contre, côté univers, je l'ai trouvé extrêmement original. C'est-à-dire que vraiment, là, j'ai essayé de vous faire un pitch très simple, très rapide, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais il est vraiment bien construit, bien pensé, ça pourrait être un truc très cool. Mais justement, le petit problème, c'est que, bah, il fait 415 pages, ce livre, donc il n'y a pas assez de pages pour pouvoir le développer, le détailler, etc. Pour moi, ça aurait quasiment mérité de faire une duologie avec beaucoup plus de world building. C'est un petit peu ma petite déception avec ce livre, c'est que, bah, vraiment, j'ai trouvé que côté univers et côté fantasy, c'était pas assez développé. Mais en même temps, bon, on me vend une romantaisie chez Plume du Web, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est ce que j'ai eu. Donc il y a aussi ce truc-là, c'est que il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Et comme je vous le disais, encore une fois, c'est très accessible, donc c'est pas mal si vous voulez commencer la romantaisie. Ensuite, on n'est pas passé loin du coup de cœur avec A Language of Dragons. Ensuite, on n'est pas passé loin du coup de cœur avec A Language of Dragons, qui est une fantasy young adulte. Pour le coup, ici, les thèmes, ça va être des dragons, ça va être Londres dans les années 1923. On va aussi avoir de la rébellion et tout un thème de traduction. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, tout d'abord par rapport à la plume. Je l'ai trouvée très bien écrite, assez poétique, assez travaillée, tout en restant accessible parce que effectivement, on est sur du young adulte. Pour moi, on était vraiment sur le mélange parfait. Côté univers, c'est très bien construit, c'est très détaillé, ça se voit que ça a vraiment été réfléchi. On est sur un world building qui est développé sans pour autant être trop complexe, donc ça reste quand même très simple. C'est bien amené tout au long du récit, donc ça c'était super. Et j'ai vraiment adoré qu'on allie du coup traduction et dragon, parce que en fait la traduction ça va être sur les langues draconiques. Et pareil, ça a été super bien amené, avec vraiment une réflexion sur certaines sémantiques, sur tout ce qui est prononciation, etc. Donc vraiment pour ça, bravo, parce que ça amène énormément au récit, à l'intrigue. C'était vraiment la bonne idée, et en plus ça a été bien exécuté, donc bravo. Ensuite, côté personnage, je vous avoue que la personnage principale, j'ai pas du tout accroché. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'elle fait un peu sa pique-me, et d'un autre côté, c'est vraiment la fille la plus docile envers justement ce
ceux contre qui on est censé se rebeller. Et ça m'a énervé. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode ouvre les yeux, s'il te plaît, ouvre les yeux quoi. Mais bon, il se peut qu'elle ouvre un petit peu les yeux au cours de ce récit, vous vous en doutez. En plus de ça, il y a une romance en second plan. Je dis bien en second plan, même si elle prend une part assez importante. Il faut pas lire pour la romance, hein, clairement, sinon vous allez pas aimer, enfin je pense. Et voilà pour ce qui est de mon avis. En plus, le tome 2 sort bientôt, il me semble. En tout cas, j'espère, parce que j'ai besoin d'avoir la suite. Pareil, le cliffhanger est incroyable, donc je vous le conseille. En plus, regardez comme il est beau, avec le jaspage et tout. Et à l'intérieur, on a une illustration, je sais pas si vous allez reconnaître. Si vous reconnaissez, dites-moi qui c'est en commentaire, ou au moins sur quel autre livre cet illustrateur a travaillé. Je trouve que ça se voit beaucoup, donc on verra si vous arrivez à deviner. Et en plus, regardez, on a eu un marque-page dragon, je trouve ça trop marrant. C'est un dragon qui vole. J'adore. Le dernier livre physique que j'ai à vous présenter aujourd'hui, et après il en restera un seul en livre audio, c'est Nos destins infinis de Laura Stevens, et ça a été un énorme coup de cœur. C'est simple, ce livre il faut que vous l'achetiez, que vous le lisiez, et que vous veniez me dire à quel point vous l'avez aimé. Parce que je n'accepterai aucun autre commentaire. C'est bon pour vous? Non, en vrai je rigole, mais franchement je suis sûre que si vous le lisez vous aimerez. Parce que ce livre il ne peut que mettre d'accord tout le monde. On est sur une romantaisie young adulte, avec des thèmes de destinée, d'âme sœur, de malédiction, avec un côté un petit peu mystique. Le tout étant assez ancré dans notre réalité. Beaucoup de flashbacks et beaucoup de voyages dans différentes cultures. Et vous allez comprendre pourquoi avec le pitch. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Evelyn et qui meurt à chaque fois avant ses 18 ans et se réincarne toujours dans une autre vie, dans une autre culture. Et encore, si c'était que ça, mais à chaque fois avant ses 18 ans, c'est la même personne qui la tue. C'est son âme sœur dont elle tombe amoureuse à chaque fois qui s'appelle Arden. Sauf que elle ne comprend pas pourquoi dans toutes ses vies, il décide de la tuer, toujours avant ses 18 ans. Parce qu'elle a beau lui poser la question, il ne répond jamais. Il lui dit qu'en fait la réponse pourrait lui faire plus de mal que de bien. Sauf qu'un jour, elle va vraiment avoir besoin de comprendre pourquoi, parce qu'elle va être dans une vie dans laquelle elle adore sa sœur, qui s'appelle Gracie et qui est malade, qui a une maladie qui va la tuer. Sauf si elle reçoit à temps une greffe de la part de sa sœur, qui doit avoir 18 ans pour pouvoir faire son opération. Donc cette fois, elle va vraiment avoir besoin de vivre au moins quelques jours de plus que ses 18 ans. Donc elle va essayer de négocier avec Arden pour qu'il la laisse en vie au moins ces jours-là. Voilà côté pitch, et franchement, pour ce qui est de mon avis, encore une fois, j'ai adoré ce livre. Je trouve qu'il est extrêmement poétique, il est bien écrit, les mots sont tellement choisis à la perfection. C'est d'une douceur qui est incontestable. Il y a vraiment ce côté onirique, presque céleste, j'ai envie de dire. En un sens, ça m'a vraiment beaucoup rappelé Porcelaine sous les ruines. Pas tant pour ce qui est de l'univers, mais pour ce côté vraiment lumineux, disons. Les personnages sont touchants, leur relation est incroyable. L'aspect vraiment de destinée et d'âme sœur, il est ultra bien travaillé, il est bien écrit, et vraiment, c'est dingue. Côté intrigue, bizarrement, je l'ai trouvé super bien construite. On est sur de la fantasy, donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas réelles, et pourtant, je l'ai trouvé logique, ce qui est un peu bizarre. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, vraiment, je trouve que l'intrigue sert totalement la romance. Ça lui apporte encore plus de profondeur, encore plus de beauté, jusqu'au chapitre final qui m'a vraiment fait pleurer, hein, tout simplement. Pour info, si ça vous intéresse, je l'ai lu d'ailleurs en vlog lecture, juste avant la soirée qu'on a fait avec la maison d'édition, durant laquelle j'ai pu rencontrer l'autrice. Du coup, n'hésitez pas si ça vous tente d'aller regarder la vidéo, elle sortira bientôt. Et aussi, il y a un autre point que j'ai adoré, c'est-à-dire qu'il y a énormément de flashbacks. Parce qu'on a une première chronologie sur la vie dans laquelle elle est avec sa sœur Gracie qui a besoin de sa greffe. Et justement toute cette histoire de elle essaye de négocier avec Arden pour garder du temps. Et en parallèle, on n'arrête pas de faire des flashbacks sur le nombre de fois où Arden l'a tué. Sauf que du coup, c'est à chaque fois dans des cultures différentes, dans des lieux différents. Donc ça, c'était incroyable. On va voyager du coup au Pays de Galles, en Algérie, en Chine, en Amérique du Nord, etc. On va rencontrer finalement beaucoup de cultures, qui sont des cultures qui sont rarement mises en avant, je trouve, en young adulte. Et en littérature adulte aussi, je crois. Ou en tout cas en fiction. Donc sur ça, c'était vraiment trop cool. Ça fait vraiment voyager, niveau géographique, mais aussi dans le temps. Parce que du coup, on suit vraiment une chronologie sur des siècles et des siècles. Donc c'était trop intéressant. Et aussi un autre point qui est génial par rapport à cette histoire de se réincarner dans des vies et dans des humains différents. C'est-à-dire qu'en fonction de leur réincarnation, ils n'ont pas toujours les mêmes sexes. C'est-à-dire que Evelyn est toujours Evelyn, mais elle a pu avoir un corps d'homme, elle a pu avoir un corps de femme, et de même pour Arden, qui a pu avoir un corps d'homme ou un corps de femme. Donc à chaque fois, leur destinée faisait qu'ils étaient amoureux, mais du coup parfois c'était femme-femme, homme-homme, homme-femme, et inversement. Et c'était tellement écrit d'une manière où c'est normal, c'est ok. Et ça j'ai adoré parce que c'est même pas un questionnement qui se pose. Et la vie serait tellement plus simple si c'était ça, on va pas se mentir. Donc vraiment un gros bravo pour ça parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené. Comme quoi vraiment en fait l'âme, quel que soit le corps dans lequel elle est, si elle est amoureuse d'une autre âme, en fait il y a que l'amour qui en ressort et c'est parfait quoi. J'ai trop aimé ce livre. En plus l'autrice sort bientôt un nouveau roman chez Albin Michel Stories que j'ai hâte de recevoir. Pour le coup, l'autre roman sera totalement différent parce qu'on est plutôt sur une réécriture du mythe de Dorian Gray. Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray. Et pour le coup, j'ai pas lu l'œuvre originale, mais je l'ai dans ma palle, donc je pense que je le lirai avant de lire du coup sa réécriture. Mais vraiment, Laura Stevens, si vous voyez son nom sur un livre, achetez-le, tout simplement. Et enfin, le dernier livre dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est La guerre sans fin, qui est le second tome de la seconde duologie du Pont des Tempêtes, donc le tome 4. Et pour le coup, si vous suivez un petit peu mes bilans, etc., vous savez, j'ai pas trop accroché avec le tome
tome 1 du coup de la deuxième duologie parce que je me suis beaucoup ennuyée étant donné que c'était sur la même chronologie que le tome 2 de la première duologie, donc la reine traîtresse. Même si j'ai beaucoup accroché avec le personnage de Kéris, je dois être franche, je m'étais vraiment ennuyée. Et ça a un petit peu moins été le cas quand même dans ce tome 2. Je trouve qu'on reprend pas mal de rythme, on a une intrigue qui se recrée avec vraiment un questionnement sur le fond de l'histoire. Donc sur ce côté-là, c'était vraiment pas mal. J'ai adoré leur couple, je les trouve vraiment plus originaux que Lara et Aren. Donc sur ce côté-là, c'était vraiment bien. Après, forcément, la plume de Daniel L. Johnson, l'univers incroyable. Donc sur tout ça, il n'y a rien à dire. Après, encore une fois, je pense que j'étais encore un petit peu sur la demi-teinte du premier tome, donc c'est pas non plus trop accroché. Voilà, par contre, le livre audio est vraiment très bien. Donc si jamais vous hésitiez, moi je pense que ça m'a aidé aussi à le lire, enfin en tout cas à l'écouter, sans trop m'en détacher, parce qu'en livre audio, j'arrive toujours plus à être impliquée dans mes lectures. Voilou pour ce beau bilan du mois de mars, un petit peu en retard. J'espère que j'arriverai à vous tourner celui d'avril avec un petit peu moins de retard que celui-ci. Il y a peu de chance, on va pas se mentir, parce que je suis quand même une grosse retardataire, mais je pense que vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, si certains vous tentent, et ce que vous avez lu sur ce mois de mars, vos coups de cœur du mois. Peut-être que je les lirai le mois prochain, en mai du coup, parce que avril a déjà commencé. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire, et aussi à vous abonner si vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne, ce serait adorable. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère qu'on se reverra très vite. Gros bisous. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.